Alors, je répète, comment nos idées pourraient-elles nous venir des choses si elles ne venaient pas de nos sens, qui sont en contact immédiat avec les choses? Ne suffit-il pas d'observer le développement intellectuel d'un enfant pour se convaincre que toute notre connaissance commence par les sens? Ainsi, la connaissance intellectuelle ou par les idées doit bien être tirée de la connaissance par les sens, tirée de. D'autre part, tout ce qui est dans les sensations, donc qui est dans les sens, les 5 sens extérieurs et les sens intérieurs, et les images portant le sceau de l'individualité, et rien ne le portant dans les idées, c'est donc bien que les idées sont tirées des images sans que rien des images comme elles passe dans les idées. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'individuel dans les idées, en tant qu'idée. Dans une image, il y a l'individualité, mais pas dans l'idée. Alors, comment cette opération d'extraction peut-elle avoir lieu? Si absolument rien de l'objet tel qu'il est comme objet d'image ne se trouve dans l'objet tel qu'il est comme objet d'idée, c'est évidemment que l'idée ne résulte d'aucune combinaison ou distillation de sensations ou d'images. Il faut donc poser en nous une certaine activité d'ordre supérieur. Nous poietikos. Nous, c'est intelligence, poietikos, d'ordre supérieur, plus haut. Le poète, donc, c'est quelqu'un de supérieur, qui a des idées plus élevées. Poietikos, en grec, ça veut dire plus haut, supérieur, alors de la connaissance. Non, nous poietikos. Une certaine activité de l'ordre supérieur. Nous poietikos, ça vient d'Aristote, il a écrit en grec, hein. Comme l'appelaient les péripatéticiens. Bien, justement, les péripatéticiens, ce sont les disciples d'Aristote. En latin, intellectus agens, l'intellect agent, qui agit, l'intellect qui agit, qui fait une action. Une sorte de lumière intellectuelle, comparable, si l'on veut, au rayon X, dont on use pour voir le squelette à travers la chair, qui s'appliquant à l'objet, introduit en nous par les images, en fera jaillir pour notre intelligence quelque chose qui était contenu là, mais caché, et que les images ne présentaient pas par elles-mêmes. C'est plus fort que rayon X, hein, parce que rayon X voit encore quelque chose qui est matériel dans le matériel. Mais si nous, on va s'occuper, par exemple, de l'essence humaine, on va trouver quelque chose de spirituel dans le matériel. Encore plus fort que rayon X. Hein. Ce quelque chose était ainsi extrait, libéré de ce qui fait l'individualité de l'objet, parce que libéré, comme nous verrons plus tard, de ce qui fait la matérialité de la connaissance par les sens. Il faut faire attention en français parce que il y a l'essence, et les sens. Il ne faut pas parler trop vite, sinon on va brouiller les cartes. Et l'essence des mots. Donc, je recommence la phrase pour que vous ne perdez pas le sens de la phrase. Sinon, ça part dans tous les sens. Ce quelque chose ainsi extrait, n'est-ce pas? Ce quelque chose ainsi extrait, libéré de ce qui fait l'individualité de l'objet, parce que libéré, comme nous verrons plus tard, de ce qui fait la matérialité de la connaissance par les sens, sera la forme, ou juste la forme dont on vient de parler, forme matérielle, ou la similitude intelligible de l'objet, qui vient pour ainsi dire
s'imprimer dans l'intelligence, mais alors dans l'intelligence passive. Imprimer, s'imprimer, c'est plutôt passif, recevoir une imprime, hein. Mais c'est effectué par l'intelligent agent. L'intelligent agent. On pourrait dire s'imprimer dans l'intelligence pour la déterminer à connaître, en lui faisant produire au-dedans d'elle-même, par une réaction vitale, l'idée en laquelle elle saisit l'objet sous l'état d'universalité. Idée d'homme, par exemple, ou d'être vivant, ou de arien, ou de sémite. Il faut faire attention maintenant avec ces détails. Il a cet écrit dans quelle année? Bon, en 63 quand même. Bon, mais maintenant c'est une réimprime. Ouais. Et parce que Maritain a écrit avant le Concile, surtout avant les années. Mais c'est vrai, aria, ça existe, sémite aussi. On pourrait faire. Bon, je lis ce qui a marqué dans le texte. Il n'y a rien de mauvais à dire ça, quoi. Mais ce sont des idées chaudes, n'est-ce pas? Chaudes. Remarquons que ce que nos idées nous présentent ainsi sous l'état d'universalité, hein, l'homme, l'animal, l'arbre, la cuisine, c'est quoi une cuisine? Hein, la chapelle, c'est quoi? Une fleur, un papillon. Remarquons ce que nos idées nous présentent ainsi sous l'état d'universalité, considéré en soi, abstraction faite de toute existence, soit dans les choses, soit dans l'esprit, parce qu'on a vu que la chose peut exister en réalité, ou uniquement dans ma tête, un être de raison, donc fait toute existence, soit dans les choses, soit dans l'esprit, n'est ni individuel, ni universel, étant purement et uniquement ce que la chose est. Non. Oui, oui, mais il parle de ce que les désigne. Il ne faut pas rester enfermé dans votre tête. La tête est faite pour connaître. Oui, si on parle des idées sur les idées, on parle des idées, on est cartien, Donc l'intelligence est justement faite pour connaître la réalité. Elle est capable de connaître la réalité. La réalité, c'est autre chose que moi-même. Je suis en dehors de moi-même. Sauf si je pense sur moi-même. Alors, non, c'est l'idée universelle. Oui, mais l'idée désigne quelque chose, justement. Et c'est quelque chose. Voilà, je reprends la phrase, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce que ça nous montre que la philosophie est réaliste, ne tourne pas en rond dans les idées, n'est-ce pas? Comme Hegel, comme les idéalistes, qu'on est en connexion avec la réalité, n'est-ce pas? Qui existe, même si on est mort, cette réalité continue à exister, hein. Même si on n'existait pas avant qu'on existait. Au 19e siècle, il y a des choses qui existaient déjà alors, hein. Même si moi, j'en avais pas des idées parce que j'avais pas d'intelligence, je n'existais pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, remarquons que ce que nos idées nous présentent ainsi sous l'état d'universalité, considéré en soi, la chose en soi, abstraction faite de toute existence, soit dans les choses, soit dans l'esprit, n'est ni individuel ni universel, étant purement et uniquement ce que la chose est. Ça, c'est fort de dire cette chose, hein. Une chose pareille, de dire cette phrase est assez forte. Parce que ce que l'idée représente, l'homme. L'homme n'existe pas en tant qu'homme dans les choses. Ce sont des hommes qui existent, mais pas l'homme. Et l'homme existe dans dans ma intelligence, dans l'état d'universalité.
Mais c'est quand même quelque chose que je connais dans les réalités, c'est pas quelque chose qui est seulement dans ma tête, c'est quelque chose que je connais dans la réalité. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas seulement dans ma tête. L'homme, ça n'existe pas en tant que tel. La nature humaine n'existe pas en tant que telle, en tant que nature humaine. C'est toujours une nature que je vois en particulier, cet homme qui a la nature humaine. Remarquons aussi que si notre intelligence ne connaît pas directement l'individuel comme tel, parce qu'elle doit l'examiner, hein, il doit voir ce qui est différent entre cet individu et l'autre individu. Elle le connaît cependant indirectement comme individuel. Au moment même, en effet, où elle pense une chose par une idée, pas seulement par une image, mais ça devient une idée, elle se tourne vers les images, de nouveau, d'où l'idée est tirée, et qui présente la chose comme individuelle. Donc si l'idée se tourne vers l'image, elle va voir l'individualité de la chose. Et ainsi, par cette réflexion sur les images, elle saisit, mais d'une manière indirecte, toute superficielle et entièrement inexprimable, l'individualité de la chose. C'est encore très fort de dire des choses pareilles. Très fort. Ce sont des phrases très très fortes et qui nous mettent vraiment en contact avec la réalité réelle. Parce que l'humanité, ça existe quand même. C'est pas rien. L'homme existe quand même. On va dire l'homme n'existe pas. L'ange existe, l'homme existe, la plante existe, la plante existe. Mais elle n'existe pas sous la forme d'universalité dans la réelle. Dans ma tête, oui. Donc, l'homme existe, ça veut dire l'essence de l'homme existe en tout homme en particulier. Sinon, vous n'êtes pas un homme. Si vous ne correspondez pas à la définition de l'homme, vous n'êtes pas un homme. Donc, ça veut dire quand même que l'homme, l'essence de l'homme, l'idée de l'homme existe quand même en vous. Elle est concrétisée en vous quand même. Toute la particularité de notre essence. Oui, parce qu'on accepte en fait de toute particularité. Mais en réalité, vous n'existez pas en abstraction. Hein. Vous êtes un homme concret. Hein. Et l'individualité, l'intelligence a du mal à la connaître parce qu'elle est justement faite pour l'universalité, mais elle peut le connaître en examinant l'image, en examinant l'information que donne l'image en tant qu'image, cette fois-ci, en tant que matériel, en tant que sensible. Alors il va voir toutes les choses. Vous avez une veste bleue, n'est-ce pas, un pantalon bleuâtre, vous avez une petite moustache, etc., noire, voilà, une barbe. Les cheveux frisés, voilà. Donc on voit les choses, on voit les choses particulières, n'est-ce pas? On voit les choses. Alors, conclusion, nos idées sont tirées ou abstraites du donné sensible par l'activité d'une faculté spéciale, l'intellect agent, qui dépasse tout l'ordre des sens et qui est comme la lumière de notre intelligence humaine. L'intellect agent. C'est l'intellect dans sa fonction d'abstraire. L'idée à partir des images qu'il a reçues, qui viennent par les sens extérieurs et intérieurs. Donc on a les sens qui donnent un fantasme, une image, c'est un fantasme. L'intellect va abstraire l'idée et alors l'intelligence passive va comprendre ce que c'est. D'abord, l'idée est reproduite, et puis c'est fait par l'intellect agent, et l'intellect passif va, au possible, va comprendre, va recevoir, va comprendre l'idée.
Donc, il y a encore distinction entre la genèse de l'idée et la comprendre. Donc, les philosophes appellent abstraction l'opération par laquelle nous tirons ainsi nos idées du trésor d'images accumulées par l'expérience sensible. Idée que nous présente ce que la chose est abstraction faite de l'individualité de celle-ci. Abstraction faite de tout ce qui est particulier à vous, vous êtes homme. Mais l'homme existant toujours individuellement, n'est-ce pas? Vous avez des particularités, forcément. Ajoutons ici que l'abstraction peut être d'un degré plus ou moins élevé. Il y a encore des différences d'abstraction. Il y a toutes sortes d'abstractions. Aussi, l'idée de cheval est abstraite comme toute idée, parce qu'on peut donner une définition. Dès qu'on donne la définition, la chose qui est définie, c'est une idée. La définition, c'est l'explication justement de l'essence de la chose, de la forme, et c'est l'idée, justement. Donc, on a une idée de la chose. Donc, si vous me donnez une définition de quelque chose, on peut avoir l'idée de la chose sans l'avoir jamais vue en particulier. Oui. Une définition, c'est toujours une abstraction. Ah oui, parce que c'est applicable à toute chose. Une définition. Sinon, c'est une description. Si c'est quelque chose d'individuel. On va donner la description de cette maison-ci. Mais si on a une définition d'une maison, c'est applicable à toutes les maisons. La maison, j'invente une définition, hein, la maison, hein. C'est une organisation d'un espace avec des murs, au moins un mur, parce que si elle est ronde, il n'y a qu'un seul mur, hein. Et avec un toit, forcément, parce que c'est fait pour vous protéger contre les éléments de la nature, la pluie et le soleil. Et avec une porte pour entrer et sortir. Il y a des maisons, des huttes qui n'ont pas de fenêtre, donc la fenêtre est accidentelle, et qui organise, qui vous défend contre les éléments de la nature, les intempéries, et les animaux aussi, etc. Et qui organise aussi la vie privée. On a des choses qu'on fait dans la maison qu'on ne fait pas en public, n'est-ce pas? La vie privée. Donc c'est un espace organisé avec des murs, c'est au moins un mur, si c'est rond c'est un mur, avec un toit, c'est essentiel. La cave n'est pas essentielle, il y a des maisons sans cave. Alors on peut dire qu'il y a plusieurs sortes de maisons, n'est-ce pas? Des types de maisons. Mais le minimum, c'est un espace organisé par la matière qui fait donc, il y a donc un mur au moins, ou des murs, avec un toit, une toiture, et une porte, et qui vous défend contre les intempéries, les éléments, les animaux et les autres hommes même les autres hommes, les voleurs, etc., et qui organisent votre vie privée. Une abstraction plus grande, ça serait habitation, comme mammifère pour cheval. Oui, je parle de maison, oui. Oui, maison, habitation, c'est une abstraction plus haute. Oui, maison, c'est une habitation d'homme. Hein. Un habitat, c'est encore plus autre. Une tente, ça peut être une habitation d'homme, mais c'est pas une maison. Oui, pour les nomades, et ça a un toit, parce que c'est fermé en haut, et ça a des murs, c'est-à-dire, ça a une entrée, et, oui, ça organise, ça fait, oui, une tente, ça correspond à une maison. Pour les nomades, leur maison, c'est une tente. Ils habitent en des tentes, oui. Et ça correspond encore à la définition. Ouais. Donc, voilà. Vous avez parlé d'abstraction plus haute. Oui, voilà, justement. Alors, ainsi, l'idée, donc, donc il y a des abstractions qui peut être, l'abstraction peut être d'un degré plus ou moins élevé. Ainsi, l'idée de cheval est abstraite comme toute idée, mais en même temps que nous pensons cheval, nous pouvons voir ou imaginer des chevaux. Et connaître ainsi, qu'on a déjà vu avant, sinon on ne peut pas imaginer. Et connaître ainsi, dans l'ordre sensible,
la chose que nous connaissons en même temps par notre idée dans l'ordre intelligible. Donc on peut redescendre, n'est-ce pas? Quand j'ai l'idée de cheval, c'est que forcément j'ai vu des chevaux. Parce qu'on ne peut pas avoir l'idée de cheval, de chevaux. Ou bien j'ai entendu la définition et c'est encore difficile pour l'imaginer complètement. Mais normalement, quand j'ai l'idée de cheval, c'est que j'ai vu les chevaux. Mais quand j'ai l'idée de cheval et je pense l'idée de cheval, je peux redescendre. Je peux, à partir de cette idée de cheval, me représenter des chevaux qui correspondent à l'idée de cheval. Et ça peut être des chevaux que j'ai vus ou pas vus. Par exemple, ça peut être la forme d'un cheval, mais ayant une autre, j'y mets une autre couleur. Donc, je peux redescendre vers le sensible à partir de l'idée. C'est possible. Si au contraire, nous pensons ange ou esprit, les images tout à fait quelconques qui accompagnent cette pensée ne sont plus là. Comme nous le remarquons plus haut, que pour aider notre intelligence à fonctionner dans leur ordre même, elles n'ont aucune valeur de connaissance. Nous ne pouvons ni voir ni imaginer un ange ou un esprit. Dès qu'on l'imagine, c'est pas un esprit, ou c'est une apparence d'esprit, mais c'est pas l'esprit lui-même. Dieu s'est manifesté comme un feu à Moïse, comme une colombe, le Saint-Esprit, Jésus, le feu, encore, Pentecôte. Mais on ne peut pas voir Dieu, Dieu est un esprit, on peut pas. On s'imagine un vieux homme peut-être, etc., avec une grande barbe, etc. Un vieil homme, ça veut dire un homme, ça veut dire celui qui est père, qui est géniteur, donc créateur, et un vieil, ça veut dire quelqu'un qui a la sagesse et la puissance, mais ce sont que des images, hein. Dieu n'est pas comme ça, bien sûr, parce que Dieu est jeunesse. Il a toutes les perfections, donc la jeunesse est une perfection, donc il a même la jeunesse. Il a l'éternelle jeunesse. Donc il a tout, toutes les perfections, on ne peut pas l'imaginer. Dès qu'on l'imagine, on est en dessous, infiniment en dessous, parce que l'image, c'est quelque chose de sensible, limité, Dieu est illimité. Dès qu'on l'imagine, on est infiniment en dessous de la réalité. Ça peut nous aider si l'image nous élève comme vers Dieu, mais on ne peut pas s'arrêter à cette image. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que la Bible même représente Dieu comme un vieil homme qui est assis, un homme âgé qui est sur un trône. C'est pour élever vers justement ces éléments, la toute-puissance, la sagesse, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette image, sinon on est foutu. On est dans l'erreur. Donc vous voyez, c'est donc c'est ça qu'il dit. Hein. Nous ne pouvons plus connaître en même temps par les sens la chose que nous connaissons par notre intelligence. L'âme, on ne peut pas la représenter, quoique nous sommes âme. On la connaît jour et nuit. On vit avec l'âme, on vit l'âme, on est âme. On est plus âme que corps parce que si l'âme se sépare de notre corps, mon moi suit mon âme. Ça veut dire que moi, je suis plus âme que corps. Parce que mon moi va suivre le plus que je suis, le moins que je suis, s'il y a une séparation. La preuve que je suis plus âme que corps, c'est que quand il y a l'inspiration de Dieu, mon moi va suivre l'âme et pas le corps. Je suis esprit alors, je suis âme à ce moment-là. Et donc, mais pourtant, on a du mal à connaître l'âme. Quoi que nous sommes âme. Pourquoi? Parce que c'est pas sensible. Et notre intelligence fonctionne par le sensible. C'est pour ça qu'on a un petit peu du mal à connaître l'âme. Alors, je dois peut-être reprendre la phrase, c'est un petit peu compliqué, non? Si au contraire, nous pensons ange ou esprit, les images tout à fait quelconques qui accompagnent cette pensée ne sont plus là, comme nous le remarquions plus haut, que pour aider notre intelligence à fonctionner dans leur ordre même, et n'ont aucune valeur de connaissance. Comme je viens de dire, si on pense à Dieu comme un homme âgé, c'est pour nous aider à penser à lui, nous mettre en route,
Mais ça ne donne pas vraiment la connaissance de l'essence de Dieu. Cette image symbolique. Oui, symbolique. C'est un symbole. Oui, un symbole, une image. Ça pointe vers Dieu, vers quelques propriétés, mais pas vers toutes ces propriétés. Et d'une manière infinie, quoi qu'il faut encore corriger, il faut multiplier par l'infini et ajouter toutes les perfections possibles. C'est un grand travail. Hein. Vous voyez que débile est l'image qu'on a de Dieu. Elle est tout à fait débile. Mais c'est quand même quelque chose. On utilise les images. Mais il faut faire attention en faisant des images. Hein. Il y a des images qu'on est condamnées pour faire une image, il faut l'imprimatur des 10 enseignants. Sinon, on a l'excommunication hein, immédiate, automatique. Pour les images, le texte sur la religion, il faut l'imprimatur, la permission. Des images de l'âme. Non, non, l'âme, c'est oui, l'âme, oui et non, parce que tout ce qui a rapport à la religion, c'est quand même contrôlé par la religion aussi. L'âme, c'est le niveau naturel, mais quand même, on ne peut pas représenter l'âme par, je sais pas, des bêtises. C'est pas une énergie, non, c'est pas une énergie. Parfois on dit que Dieu c'est une énergie, non, c'est pas une énergie. Une énergie, c'est encore quelque chose de matériel. Parce que l'Einstein lui-même dit que la matière c'est énergie, l'énergie c'est matière, alors il le dit lui-même. C'est prouvé que c'est la matière. Alors, dans leur ordre où la matière est énergie, pas toute matière, mais la matière. Voilà. Donc, je reprends, excusez-moi, je ne suis pas arrivé au bout. Si au contraire, nous pensons ange ou esprit, donc âme, Dieu, ange, esprit, c'est les images tout à fait quelconques qui accompagnent ces pensées ne sont plus là, comme nous les remarquions plus haut, que pour aider notre intelligence à fonctionner. Dans leur ordre même, elles n'ont aucune valeur de connaissance. Nous ne pouvons ni voir ni imaginer un ange ou un esprit. Nous ne pouvons plus connaître en même temps par les sens la chose que nous connaissons par notre intelligence. Mais je vais faire un petit arrêt parce que j'ai parlé 1 heure et demie, je vois. Je vais faire une petite pause si vous voulez bien.